Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview du CFP, du premier tour du CFP. Et aujourd'hui, je suis avec Maxence. Salut Maxence, comment vas-tu? Salut, salut. Je pouvais pas rater cet épisode. Ah, Du mon coup, je fais les compère tout au long de la playoffs saison. avec Mon compère. deux équipes du groupe of 5, messieurs, dames. Ah, vas-y, elle est pour toi cette saison, elle est pour toi cette C'est saison. peut-être la dernière d'ailleurs, hein. Profitons Alors de Kevin, ce- Kevin nous rejoindra peut-être en cours de route, on Oui, verra, mais en dès tout cas, on va commencer à deux, et puis voilà. dès qu'on parlera de ces On Ducks, finit. il va pop. Ouais, ouais, c'est ça, on va lui faire un appôt à Canard et il va C'est débarquer, il ça. n'y a pas de souci. Donc effectivement, comme tu as dit, Maxence, deux équipes du groupe of Five. Donc on va faire une petite preview de ces matchs-là. Donc vous l'avez compris, pas de What to Six cette semaine. Donc quatre matchs par contre au programme. Ça commence dans la nuit de vendredi à samedi avec un Alabama du côté d'Oklahoma. Ensuite, nous aurons le samedi à partir de 18h à Miami du côté de Texas A&M, un Tulane du côté d'Ole Miss et un James Madison chez les Ducks d'Oregon. Je vous propose de faire tout simplement, Maxence, on va se faire un petit, par ordre chronologique, et donc Ouais. on va commencer par le match du vendredi soir, Alabama qui se déplace à Oklahoma. Si vous dites, mais ce match, il me dit quelque chose, eh bien, vous avez tout à fait raison, puisque ce match est déjà joué en saison régulière. Victoire d'Oklahoma, grâce notamment à une bonne utilisation des balles récupérées sur les turnovers d'Alabama. Ouais. Alors, je sais pas toi, mais moi, il me fait pas franchement envie ce match-là. Alors, les Ouais, mecs, il ils me vont fait dire, ouais, mais Mathis, pas. il déteste OU, c'est normal. Mais j'aime pas trop les rematchs, en fait, pour être tout à fait honnête. Et moi, ce qui me dérange le plus, Maxence, c'est qu'on a deux équipes qui m'ont l'air au bout du rouleau toutes les deux. Et juste pour ça, je pense que ça va pas être un très, très beau match. Alors, ton avis, toi, par rapport à cette affiche? Ouais, 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 le match, c'est pas le match qui m'intéresse le plus, honnêtement. Parce que bah, c'est un match qu'on a déjà vu. C'était pas un match incroyable en plus le tout premier. Et ouais, il est. Bah, en fait, c'est vrai, on a vraiment. Bon, c'est l'impression de déjà vu, c'est normal, le match a déjà été joué. Et ouais, c'est le moins. Enfin, c'est celui qui m'intéresse le moins des quatre parce que c'est déjà des équipes qui m'intéressent pas trop déjà de base. Et puis. Je pense qu'on connaît. En fait, on s'attend à peu près au même scénario avec une équipe des Sooners qui va vouloir réitérer la même performance défensive, à savoir forcer des turnovers, forcer Alabama à l'erreur et capitaliser dessus. Et de l'autre côté, du côté d'Alabama, bah, leur objectif va être de ne pas donner autant de turnovers à Oklahoma, essayer de retrouver un semblant de jeu au sol avec le retour de Jam Miller de leur côté. Et avec un Ty Simpson qu'on espère plus précis parce qu'il retrouve un peu la précision du milieu de saison qu'il avait justement perdu contre cette équipe d'Oklahoma. Mais ouais, cette équipe d'Alabama, elle semble un peu en bout de course, elle semble un peu. Je me demande si elle n'a pas été laissée KO là par Georgia. Ils ont quand même mis 3 cartons avant de marquer leur premier point. Et là, ils arrivent face à une très très grosse défense aussi d'Oklahoma, qui a une attaque qui est moins bonne que celle de Georgia, mais qui a les armes pour vraiment les engrainer dans un match très chiant où Oklahoma va contrôler tout ça. Donc c'est pour ça que je pense pas que ce soit le match où il va y avoir le plus de points, en fait, honnêtement, marqués des deux côtés. L'over-under de 40,5, Ouais, bah ouais, bah en fait, c'est le même ça vous scénario. En donne fait, un. les gens s'attendent à peu près au même scénario que le premier match, quoi. Un match qui se joue à une possession d'écart. Et est-ce que Bama va réussir à être propre et mener ses drives? Et est-ce qu'Oklahoma va réussir à capitaliser sur les erreurs qu'ils arriveront à provoquer? C'est un peu ça la clé du match pour moi. Ouais, parce qu'en plus, là, pour le coup, c'est force contre faiblesse des deux côtés, c'est-à-dire les grosses défenses des deux programmes contre des attaques qui sont quand même en difficulté ces derniers temps, parce que tu l'as très bien dit, le dernier match d'Alabama, bah, c'était il y a 2 semaines maintenant, c'était la défaite contre Mm. Georgia en finale de la SEC 28-7, où vraiment, moi, cette équipe, elle m'a fait peur, parce que, alors, effectivement, on peut lui trouver des circonstances atténuantes avec James Miller qui n'était pas là, Miller, pardon, qui n'était pas là pour ce match-là. Mais voilà, on sent deux équipes quand même en difficulté. Alabama, sur les 5 derniers matchs contre des équipes FBS, c'est 7 points contre Georgia, 27 points contre Auburn, et quand tu vois Auburn, 21 points contre OU et 20 points contre LSU.
Donc c'est vraiment une attaque qui a quand même des grosses difficultés à se mettre en place. Ty Simpson, voilà, qui est très clairement dans le dur. Alors, il fait peu d'erreurs et heureusement, mais c'est vrai qu'on est loin de cette espèce de sensation qu'il y avait eu en début de saison. On avait même parlé pour lui potentiellement de first pick. Enfin, tu te souviens, Maxence, tout le monde s'était un Mmh petit peu mh. emballé. Ouais, Et depuis mais il quelques était bon, semaines, hein. c'est compliqué, Il quoi. était en rythme, très très précis. Il avait un haut taux de précision, très souvent, efficace en 3e down aussi et autres et ça s'est déréglé, hein. Ça s'est déréglé clairement sur la dernière partie de saison avec en plus pas aidé par un run game qui peine vraiment à atteindre les 100 yards Mm. de manière récurrente. Leur meilleur coureur, c'est Jem Miller qui est à 493 yards donc c'est vraiment symptomatique d'une équipe d'Alabama qui se repose uniquement sur Ty Simpson et je pense que Ty Simpson est juste, fatigué quoi. Mm. Il est, fatigué et il a plus trop de solutions. Ouais. Il a plus trop. Et c'est marrant parce que on pourrait faire une écoute, tu sais, enfin, prendre l'épisode au milieu et que on ne sait pas de quelle équipe on parle. Et en fait, on pourrait pas savoir si on parle d'Alabama et d'Oklahoma parce que c'est un petit peu la même chose avec John Ouais, Matier aussi, mine de rien. Parce oui, qu'il oui, avait les John commencé la saison quand même très très fort. Il y a eu cette blessure qui a très clairement coupé dans son élan et depuis, c'est quand même très très compliqué. Je vous ai fait les points marqués pour Alabama, mais je peux faire un peu pareil avec OU. Les trois derniers matchs FBS, c'est 17 points contre LSU, 17 points contre Missouri et 23 points contre Alabama. ouais, Donc ouais. c'est vraiment quand même quand on connaît historiquement les attaques de Oklahoma, c'est quand même voilà, Ouais, se mais dire. c'est une euh, équipe qui a changé d'identité avec Brett Venables. hmm, Maintenant, c'est vraiment une équipe qui se base avant tout sur sa défense, avant tout notamment sur sa très, très grosse, D-line qui est vraiment très performante et qui, aura pas trop de chance parce qu'effectivement Mathir a été un peu gêné au cours de sa saison. Et ouais, c'est un Oklahoma, qui joue pas de la même qui joue pas comme d'habitude, quoi. C'est pas le de même toute jeu façon, que c'est simple, là. Donc là, il est revenu pour 7 matchs, là, John Matier. Ses stats sur ces 7 matchs-là, après sa blessure, c'est 6 touchdowns et 7 interceptions. ouais, Euh, Ils n'ont pas marqué 2 touchdowns depuis le match contre le Miss le 25 octobre. Donc heureusement qu'ils ne tombent pas contre une attaque en face non plus qui sera très forte. Mais le problème, c'est que voilà, en face, il y a quand même une défense qui est quand même plus que correcte. Et tu dis, finalement, quelle équipe va être capable de marquer des points? Et tu as raison, le clé du match, lors du premier match, ça avait été les turnovers. Je pense que c'est un peu la vérité de tous les matchs, mais là, pour le coup, quand deux grosses défenses se rencontrent, ça sera, mmh, je pense, les turnovers provoqués et le yardage qu'il y aura besoin avant de marquer des points. Je pense que ça va être hyper important. Le contrôle du terrain et de la position sur le terrain, ça sera capital. mmh. Euh, Parce que c'est vrai qu'on dit que l'attaque au sol d'Alabama ne fonctionne pas, mais l'attaque au sol d'Oklahoma ne fonctionne pas non plus, hein. Ils sont 107e national au niveau des yards au sol par match. Je veux dire, c'est quand même vraiment très faible et que avec un John Matier qui est quand même très clairement en difficulté, encore plus je trouve que Ty Simpson, parce que voilà, Ty Simpson, on le tape dessus, mais je pense qu'il a quand même on va dire un niveau de jeu de base qui est plus élevé que celui de John Matier, surtout un John Matier blessé. Alors, ça fait 2 semaines, 3 semaines que Oklahoma n'a pas joué, 2 semaines que Oklahoma n'a pas joué, Un donc peu plus même même. 3 semaines, ça fera en fait en tout. Donc on espère que John Matier, pour les fans d'OU, Ouais, sera rétabli. qu'il a Mais, profité de euh, ce temps pour, continuer mais à c'est quand soigner ce même, mais c'est quand même vraiment pour moi un c'est point une équipe qui a d'interrogation. gagné en marquant pas beaucoup de points à chaque fois, hein, Mm. et qui se base en fait, qui est en playoff aussi parce que sa défense n'encaisse que 13,9 points par match, ce qui est un total qui est très, très bas. Donc je pense que la clé pour Bama, c'est ne pas provoquer de turnover et réussir, aller à marquer plus de 24 points dans le match, plus de 27 24, points. ça me semble énorme, hein, vraiment, hein. Oui, oui, mais honnêtement, je pense que si tu arrives à allez, dépasse les 20 points peut-être? Dépasse les 20 points Mm. et tu gagnes le match? Est-ce que cette équipe d'Oklahoma parce que la défense d'Obama est pas mauvaise non plus, hein. La défense d'Obama, c'est 17 points encaissés par match, c'est une défense, qui est aussi dans qui est aussi dans le top 10, enfin, qui est pas très loin du top 10 des meilleures défenses du pays. Donc Alabama aussi a des arguments et on répète, la défaite contre Oklahoma, s'il y a pas les 3 turnovers, on n'en parlerait pas de la même manière. Donc il y a,
Ouais. vraiment cette question du côté de ce match, qui va gagner la bataille des turnovers? Et puis moi, je vais donner mon prono et je vais l'expliquer juste après. Je vais donner Oklahoma vainqueur Ouais, parce que euh, je pense qu'ils ont un avantage sur Alabama, c'est les équipes spéciales. Notamment le kicker Ted Sandel, qui a quand même un des stats assez incroyables pour un kicker, un college kicker. Il a 23 sur 24 cette année et 7 sur 7 sur des field goals de 50 yards ou plus. C'est-à-dire que dans un match où il y aura potentiellement pas mal de points sur équipe spéciale, notamment sur field goal, je pense que ça va être la clé du match pour lui. Et que le deuxième point dans lequel que je voulais mentionner, c'est le fait que OU n'a pas joué cette finale de la SEC, qui, je suis d'accord avec toi, a dû quand même taper dans les crânes d'Alabama, mmh, et qu'ils ont eu une semaine quand même pour se reposer un peu, et que potentiellement il y a le retour de Hermason Thomas, le defensive end, qui est le meilleur joueur de la défense des Sooners, qui est blessé, qui a loupé les 3 derniers matchs. Si ce mec-là est de retour, je pense que ça peut vraiment, vraiment faire la différence. ouais. Et donc, moi, je vais donner Oklahoma légèrement favori, pas énorme, mais légèrement favori, parce que la défense me semble un niveau quand même au-dessus de celle de l'Alabama, même si celle d'Alabama est très bonne, et que le temps joue pour eux, en fait, un petit Mmh. peu. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus, je pense que Oklahoma à domicile en plus, va l'emporter. L'emportera de pas beaucoup, encore une fois, je pense que ça va être une victoire de 3 points, tu vois? Une victoire genre, 3 ou 4 points, tu vois? Genre un 21-17, tu vois? Vraiment un match très lent au niveau du rythme et avec tout simplement un jeu au sol d'Alabama qui n'arrive toujours pas à se poser, qui force Ty Simpson à tenter de longues troisièmes tentatives et c'est là que Oklahoma excelle et c'est là qu'Alabama tombera, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Mm. En fait, il y a, au moment où le bracket est sorti, je dis, ah, je sens Alabama, je sens la surprise Alabama. Et en fait, plus j'y pense, et plus en réfléchissant, moi, même si OU vraiment, je pense que c'est une équipe tellement limitée en attaque que ça sera léger pour aller très loin. Mmh. En fait, cette équipe d'Alabama, elle m'inspire vraiment aucune confiance et ses dernières sorties sont vraiment cataclysmiques. Donc voilà, c'est deux équipes malades qui se rencontrent, mais je pense que OU est un petit peu moins malade ou en tout cas en voie de rémission. Je sais pas comment on peut dire ça. Donc moi, je vais donner d'OU d'un field goal parce que voilà, je pense qu'ils ont un meilleur kicker. Ouais, 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 quelque chose comme ça, effectivement. Mais ouais, c'est pas le match le Ok. plus emballant, c'est sûr. C'est pas de la bête hate de la SEC, c'est juste vraiment parce que Non, non, c'est deux non, équipes non, qui semblent un peu en tout cas offensivement, quoi. Ça semble c'est un sûr. peu en difficulté. Après, les fans de la Big Ten à l'ancienne devraient être ravis de Mmh. tomber sur ce match-là. Donc, c'est 2 heures dans la nuit de vendredi à samedi et ça sera diffusé sur Sur Bein Bein, Sport. exactement. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, voilà. On va passer. Alors, petit disclaimer a priori, DAZN ne devrait pas diffuser ni de bowl ni de match de playoff. Puisque c'est plutôt ESPN. ESPN a les droits sur l'ensemble des matchs de playoff du CFP. Alors, c'est vrai qu'ils ont filé des droits à TNT, une autre chaîne américaine, mais les droits leur reviennent de base. Donc, voilà. Donc, à mon avis, les matchs seront sur Bein a priori. Par Mmh. contre, DAZN n'aura rien du tout. Et comme les bowls, pareil, une grande majorité, à part le Sun Bowl et je sais plus quel autre, Quasiment tout sont sur sur ESPN, ESPN. Enfin, ouais, donc voilà. Donc, bon, ne vous, voilà, malheureusement, il vous faudra payer pour avoir les matchs en France, à mmh. part si voilà, vous connaissez les bons sites, bien évidemment. Ok. On passe au match de samedi. On va commencer pour moi l'affiche la plus excitante qui Ouais, malheureusement elle ne sera pas diffusée sur ouais, Bein. malheureusement. En Voilà, plus, elle est à 18h, hein, c'était vraiment le timing était parfait. En plus, il Même n'y a pas le NFL en face. Enfin, vraiment, je comprends pas. non, il y a pas de NF. Donc, il y a pas, ouais, c'est plus tard les matchs de NFL. Donc, c'est Miami qui se déplace du côté de Texas A&M. Carson Beck qui fait son retour face à une équipe de la SEC. Euh, voilà, j'ai dit beaucoup de bien tout au long de la saison de Texas A&M. Les dernières sorties, notamment la défaite contre Texas, m'ont un peu refroidi pour être tout à fait honnête.
Miami me semble monter en puissance quand même. Est-ce que tu penses que les Hurricanes peuvent et vont faire créer la surprise du côté de College Station? Non. Non, non, je vois une victoire de Texas A&M sur ce match-là. Ce match, voilà, j'en attends beaucoup de ce match-là. Les Texas A&M, c'est sûr, qui ont déçu face à Texas, clairement. Qui, contrairement à leur habitude cette saison, n'a vraiment pas capitalisé sur la deuxième mi-temps, alors que c'était vraiment leur moment, la deuxième mi-temps, toute la saison. Et Miami, Miami, en fait, dans quel état ils sont? Est-ce qu'ils ont continué à se préparer jusqu'à la sélection du comité? Ou est-ce que ils ont un peu pris du retard sur la préparation parce qu'ils disaient que bon, je pense qu'ils ont continué à se préparer dans l'espoir d'aller au comité, mais tu sais, as l'impression qu'ils sont vraiment là un peu. C'est un peu un miracle hein, quand même que Miami soit là, et c'est pour ça que je pense que on n'a pas les mêmes motivations entre les deux équipes, on n'a pas les mêmes. Je pense dans les têtes, c'est pas pareil. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est plus moi qui projette un peu le truc que cette équipe de Miami n'aurait pas dû être en playoff. En tout cas, est passé un peu politiquement, et du coup, j'espère qu'ils sortiront dès le premier tour, comme ça on n'en parle plus. Mais ouais, non, il faudra voir hein, entre ces deux équipes qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Match à Kyle Fields, donc avantage du terrain. On sait qu'en plus, Texas A&M, c'est toujours un très très gros public, une très très grosse ambiance. Une équipe qui s'adapte très très bien au scénario du match, Texas A&M, à part, à part le match face à Texas, sinon tout au long de la saison, ils ont été vraiment excellents dans cet exercice-là. Face à une équipe de Miami qui a un peu déçu, notamment Carson Beck, qui dans les défaites de Miami est quand même Ouais. le coupable idéal à chaque fois, mais en même temps, que je recheck un peu son game log, De mais toute façon, Miami ouais, meurt et vit avec Carson Beck. Hein, c'est je ça. pense que c'est Quand, un peu tu le vois, problème de cette équipe-là. en fait, quand Miami perd, il se fait intercepter, hein, et en fait, il n'a pas une balance positive de touchdown en interception. La défense de Texas A&M est quand même une très bonne défense, notamment la D-line, hein, je pense notamment à Cassius Howell, qui est à 11,5 sacs cette saison, qui, je pense, peut vraiment mettre la pression sur Carson Beck tout au long du match et le forcer à des erreurs. Donc ouais, non, je vois cette équipe de Texas A&M plus forte et réussir à prendre le match à son compte, et également peut-être, tu vois, une première mi-temps un peu serrée et dérouler en deuxième mi-temps. Je vois ce Voilà. que tu veux dire et je suis d'accord avec on va dire ta photo Mais de Mais Texas Marcel Reed A&M. aussi hein, n'est pas exempt de tout reproche. Marcel Reed aussi fait Exactement. des erreurs. Il a fait un très mauvais match. Il sort un très mauvais match face à Texas. Donc lui aussi, Et on bien se souvient sûr, de a eu revanche. sa première mi-temps contre South Carolina Mm. qui avait été Ouais, ouais, absolument ouais. désastreuse aussi. Hein. Donc Et en fait, lui aussi est à surveiller. Il sort vraiment de deux matchs parce que bon, contre Samford, il a joué qu'une mi-temps. Mais il sort vraiment de deux matchs à South Carolina et Texas où il n'a pas montré son meilleur visage. Alors même si contre South Carolina, la deuxième mi-temps est excellente, mais il ne faut pas enlever non plus la première mi-temps du bilan. Que les Hurricanes sont une bonne défense, quand même, mine de rien. attends, Maxence, c'est plus qu'une bonne défense, c'est une super bonne défense. Oui, c'est Et surtout, moi, tu vas voir, c'est pour moi la clé du match. Et c'est pour ça que je pense que le Miami backfield. va créer la surprise. Non, c'est leur défense au sol, en fait. Ils ont une excellente défense au sol, donc ça va forcer, je pense, Texas A&M à passer. Et Marcel Reed, moi, dans les gros matchs, il me donne quand même l'impression d'être friable. Et, euh, et je me dis que s'il fait une performance telle qu'on l'a vu contre Texas ou contre South Carolina la première mi-temps,
Je pense que ça va être compliqué quand même Après, Marcel Reed a l'avantage de pouvoir se reposer sur ses jambes en cas d'échec. Maintenant, effectivement, comme tu dis, si Miami arrive à très bien défendre aussi contre la course, là, Marcel Reed sera piégé. Là, ils ont une défense qui est vraiment plutôt bonne. La défense à la course, il y a il y a 2,9 yards par portée par l'équipe adverse. Ils prennent seulement 13,8 points par match. Enfin, je veux dire, c'est une excellente défense, Miami. Ouais, C'est vrai parce on s'est beaucoup focus sur Carson Beck parce que c'était un peu le nom clinquant de l'effectif. ouais, mais Mais voilà, il y a une t'as défense qui est t'as des cohérente, hein. très bons joueurs du côté de Miami, hein, avec Bane Ruben notamment. Bain, Ruben ouais, Bane, qui est excellent cette saison. Mohamed Touré, le linebacker, qui est au fond et au moulin partout. Au niveau des, on a quand même aussi deux joueurs qui sont déjà à 4 interceptions, hein, Jacoby Thomas et Bryce Fitzgerald, les defensive backs, qui sont chacun à 4 interceptions, sachant qu'on sait que Marcel Reed, sur ses derniers matchs, c'est quand même 6 interceptions lancées. Donc ouais, il y a des clés. Miami n'est pas à poil non plus, hein, dans ce match-là. Ils ont des arguments, mais leur attaque me semble un peu unidimensionnelle. J'ai l'impression qu'elle passe un hmm, peu trop par Malakai Tony. Là où ouais, du côté de Texas hmm, A&M, il y a plus de versatilité. Tu as un très joli trio de receveurs, moi que j'adore du côté de Texas A&M, c'est le trio Casey Concepcion, Bethel Roman et Mario Craver, qui marche très très bien cette saison. Et je pense que là aussi, l'attaque de Texas A&M va spread un peu plus la balle autour de ses receveurs, là où Miami est quand même, plus la saison avançait, m'a donné l'impression de passer de plus en plus par Malakai Tony. ouais, Donc, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de profondeur effectivement sur les postes de receveurs que Miami, où effectivement, je pense que Malakai Tony va être doublé, voire triplé au niveau du coverage, je pense, parce que c'est la cible principale. Euh, et de toute façon, comment dire, la recette pour battre Miami, elle est assez simple. Forcer Carson Beck aux interceptions, le forcer à faire des lancers. Enfin, c'était déjà la recette contre Carson Beck quand il était du côté de Georgia. C'est la même maintenant. Même s'il a pris un an de plus, il a toujours les mêmes qualités et toujours les mêmes défauts. Donc voilà, donc pour Texas A&M, le contrat, il est simple. mmh. Mais voilà, il y a quand même du talent. Ce duo, enfin, je veux dire, Malakai Tony en tant que true freshman, le niveau qu'il a montré cette année, c'est quand même n'importe quoi. Et voilà, je pense que ça sera un bon test de voir cette secondary des Aggies face à Malakai Tony. Euh, Moi, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi, je sens dans la dynamique des équipes ils ont rien à perdre, Miami. Vraiment rien à perdre. C'est-à-dire Ouais. que ils perdent, tu te dis, bon, bah voilà, c'est normal, ils étaient là un peu par hasard, enfin bref. Et ils gagnent, en fait, ils font fermer des bouches d'une certaine façon. Ils prouvent Oui, que. c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce Et qu'ils c'est sont dans le, comment dire? Est-ce que, leur préparation était la même que celle de Texas A&M? Texas A&M, je ça sais fait pas. 3 semaines qu'ils savent qu'ils sont en playoff. Miami, ça fait que 2 semaines parce qu'ils n'y étaient pas. Est-ce que, ils ont pas une semaine de retard dans leur préparation? C'est ça que je pose la question. Sûrement pas, je connais, après j'ai pas, j'avoue que j'ai pas trop, je suis pas dans les j'ai pas trop prêté attention, aux inside du côté de Miami, mais comment eux ont vécu leur qualification et du coup, est-ce que, la préparation a été optimale de leur côté? Tu vois? Pour moi, il y a un Est-ce que facteur ça X, c'est aura aussi un impact? Est-ce que ça aura vraiment un impact? Ou je trouve ça aura, pour moi, ça change pas grand-chose, mais il y a un autre point pour moi qui est le facteur X du match, c'est le head coach en fait. Parce que Michael Coe, c'est son premier vraiment gros match à gérer. Les précédents gros matchs qu'il a eu à gérer, c'est les défaites. Enfin, c'est les deux défaites contre Texas ces 2 dernières années. Alors effectivement, il y a la victoire contre Notre-Dame cette année, mais l'année d'avant, c'était une défaite aussi. Et on a face à nous un coach qui est quand même coutumier du fait de choquer quand même en puissance quand il est attendu. Donc Mario Cristobal pour ne pas le nommer. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui va être un petit peu la clé de ce match-là. C'est un petit peu comment les coachs vont préparer leur équipe. Et de ce côté-là, c'est vrai que
Mario Cristobal, il n'inspire pas énormément de confiance, en fait. Et je me dis, à chaque fois qu'on attendait Miami, c'est là où ils se sont cassés la gueule. Et moi, j'attends Miami cette fois-ci. Alors, peut-être pas l'Amérique et peut-être pas les fans de college football, mais moi, j'attends Miami. Et je sens qu'ils vont encore une fois potentiellement me décevoir. Mais, Texas A&M, on Et s'est bien coutumier rendu du compte quand même au fait fil de l'année. aussi, Ouais. Et puis, le bad leur thread bilan était un Aggie petit peu, leur bilan était un syndrome. peu en trompe-l'œil. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai, Oui, quand on fait le bilan des équipes qu'ils ont rencontrées, tu te dis quand même qu'il n'y a pas eu énormes adversaires. Alors, effectivement, Notre-Dame, mais à côté de ça, Auburn, voilà, Mississippi State, voilà, Florida, voilà, Arkansas, voilà, LSU, voilà. Enfin, vous voyez, la seule bonne équipe en sec, je dis bonne équipe qu'ils ont rencontrée pour moi, c'est Texas. Et Texas, c'est une défaite. Donc voilà. Donc, quand le niveau s'élève, est-ce que les Aggies vont être capables d'élever aussi leur niveau de jeu? Et c'est vraiment la question que je me pose, puisque là, la défaite de Notre-Dame, c'était le 14 septembre, hein, déjà, ça commence déjà à dater un petit peu. Donc c'est pour ça que moi, je vais donner Miami vainqueur, et Miami vainqueur d'un bon TD. Voilà. ok. Moi, je te suis pas. Moi, je te suis sur. Moi, Mhm. je vais annoncer Texas A&M vainqueur. Parce que même si le calendrier est en trompe-l'œil, machin, je trouve que l'impression donnée par cette équipe de Texas A&M est quand même très bonne, malgré la défaite contre Texas. Que Mike Elko, j'espère, va dominer Mario Cristobal dans le match-up coach versus coach. Et parce que j'aime bien cette équipe de Texas A&M qui mérite beaucoup plus que cette équipe de Miami d'être en playoff, donc j'espère aussi en termes de mérite sportif, même si ça vaut ce que ça vaut dans le college football aujourd'hui. Mais voilà, je vais mettre mon pari sur Texas A&M et C'est de pour plus faire d'un plaisir à TD. Geoff aussi. Plus Ouais, d'un ouais, TD. pour faire Ok. plaisir à Geoff. Qu'on embrasse. Mais puis j'aime bien cette Très équipe bien. de Texas A&M, j'aime bien ces joueurs, j'ai envie de les voir. En fait, j'avais envie de voir un Texas A&M ou Ohio State il y a quelques semaines de ça. Mhm. Et ce serait l'affiche du quart de finale si les Aggies l'emportent. Donc, Et moi, tu vois, j'ai très envie de voir un Miami Ohio ouais, State, moi, ouais, à titre après perso. Miami, J'ai vraiment très. Ouais. Miami aussi, hein, c'est une belle équipe, mais ouais, je suis un peu gêné de leur présence personnellement. Je Ils n'ont comprends. pas joué la finale de conférence, ils ont longtemps été out, puis là d'un coup, ils se sont retrouvés égalité avec Notre-Dame, donc d'un coup, enfin, après, oui, ils ont le head-to-head sur Notre-Dame, c'est normal qu'ils y soient en soi par rapport à Notre-Dame, mais pendant un mois, tu as fait comme si ce Mhm. head-to-head n'avait jamais existé, et maintenant tu t'en rappelles parce que il fallait une équipe de l'ACC. Bon, on va pas revenir là-dessus. Et ouais. On va pas, ouais, Maintenant, bien ça sûr. se On jouera a sur eu le un live terrain. et un. Ça se jouera Tout sur à le fait. terrain. Si Miami l'emporte avec Texas A&M, ce sera sur le terrain, ce sera sportivement et ce sera mérité. On est d'accord. Ok, ok. Eh ben, merci pour ton avis sur ce match-là. On va passer sur les deux matchs qui, sur le papier, sont le moins serré de ce Ouais. week-end. Donc, on va commencer par Tulane, qui est classé numéro 11 au classement du comité, qui se déplace à Oxford pour affronter Ole Miss. Si vous dites, mais ce match, on l'a déjà vécu. Et effectivement, on l'a déjà vécu. Ouais. Et là, c'était pas un Ole match Miss qui serré comme avait. le Oklahoma-Alabama, hein. Il y avait eu 45-10 c'est- pour Ole Miss. Alors, Valentin était depuis. présent. Valentin était présent et n'avait pas du tout été impressionné Ouais. par Tulane. Vous D'ailleurs, avez il me dit l'avait dit. que Tulane avait un QB qui ne pourrait même pas jouer en D1 française. J'aime bien le sens de la mesure, hein, de Val, Ouais, il avait envoyé un message toujours du genre. légendaire. Je vous jure qu'il avait envoyé un message du genre sur Redslaff. Et c'est vrai que Redslaff avait fait une performance affreuse. Redslaff, de manière générale, est pas très Mhm. Et quand flashy, même moins bon que hein. ce qu'on aurait pu Ouais, penser. ouais, Hein. ouais, hein. C'est pas le QB le plus flashy. C'est un QB qui s'en remet énormément à ses jambes. D'ailleurs, il est leader, hein, à la course de son équipe. 14 TD, 6 interceptions. 610 yards au sol et 16 TD au sol. Donc bon, voilà, hein. C'est un QB qui court, c'est un QB qui va chercher les yards aussi souvent au sol. Euh, pour la clé pour Ole Miss, elle est simple, hein. Empêche Redslaff de courir, force-le à lancer et il refait le même match que la dernière fois, tout simplement. Bon, Tout je simplement. pense que de toute façon, si sur le talent pur, comment dire, il y a deux niveaux d'écart entre Tulane et Ole Miss, comme on l'a vu sur le match, presque Mm. on dire le match aller, mais sur le premier match. Euh, il y a quand même un paramètre qu'on peut peut-être prendre en ligne de compte, quand même, Oui, parce qu'il y a on quand va même en de parler. l'eau qui est passée sous les ponts et des vagues, même la Green Wave qui est passée. Euh, Ole Miss a perdu son head coach depuis.
Alors, Ouais. Tulane aussi, mais Tulane, le coach est toujours là, et Ole Miss, le coach est parti. Est-ce que tu penses que le départ d'Lane Kiffin et l'arrivée, enfin, en tout cas, le fait que Pete Golding passe de C'est quoi coordinateur offensif à head coach, l'ambiance? est-ce que ça va jouer? Est-ce C'est que ça quoi va jouer? l'ambiance à Ole Miss? Ça, je sais pas. C'est une bonne Parce que question, hein. l'ambiance à Tulane, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre, ils ont déjà perdu contre Ole Mhm. Miss, ils ont réussi leur saison, ils ont gagné l'American, ils sont en playoff, ils ont réussi leur saison. Sumrall part à Florida à la fin des playoffs, mais il est encore là. Il est focus, après, est-ce qu'il est focus à 100% quand tu es en train de Ouais, préparer c'est toujours bon, pareil, ça, mais il est hein. là. Il est là et je pense que la mentalité à Tulane, c'est allons faire un coup à Ole Miss. De toute façon, tout le monde nous voit perdants. Allons essayer de faire un braquage là-bas pour bien fermer le libre avec John Sumrall. Après, je pense qu'il partira pas hein, s'il se qualifie. Je pense qu'il partira qu'à la fin des playoffs. Donc, je pense qu'à Ole Miss, l'ambiance est pas aussi bizarre que peut l'être à Tulane. L'ambiance n'est pas aussi bizarre que peut-être l'est à Ole Miss. Encore une fois, on n'est pas au sein du staff, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à Ole Miss, Lane Kiffin qui part, il a mis la pression à son staff. Suivez-moi maintenant, sinon vous n'avez pas le poste à LSU. Il y a des mecs du coup qui sont partis suivre Lane Kiffin. Il y en a qui sont revenus. Je crois que c'est le coordinateur offensif du coup qui est revenu pour faire le match de playoff. Il y a des rumeurs qu'il y a un peu de poaching auprès des joueurs d'Ole Miss pour que les mecs viennent jouer à LSU. Enfin, c'est un peu bizarre l'ambiance hein, du côté d'Ole Miss. Donc, ouais, je sais pas trop. En fait, c'est quelle équipe est la plus soudée en fait? Est-ce que les joueurs d'Ole Miss, après les joueurs d'Ole Miss ont peut-être aussi une très grosse motivation, c'est de gagner et de dire bah voilà, Lane Kiffin, tu t'es barré à LSU, bah en fait on n'a pas besoin de toi quoi. Pas besoin de toi pour gagner, on n'a pas besoin de toi pour faire un Ouais. run en playoff et peut-être qu'aussi cette motivation Mhm. et totale confiance Bon. derrière Pete Golding qui lui est encore sur le navire et donc on verra. Mais bon après c'est un match normalement qui est dans les cordes d'Ole Miss, hein, clairement. Je pense que Tulane, la clé va être d'essayer d'embarquer Ole Miss dans un match où le doute commence à pondre, tu vois. Mais Mhm. si Ole Miss applique son plan de jeu avec un Trinidad Chamblis qui arrive à dérouler à la fois au sol et à la fois à la passe, honnêtement, il est très bon. En plus, c'est un Ouais. QB qui a fait très peu d'erreurs cette saison. Il a seulement 3 interceptions cette saison. C'est une des belles histoires de la saison du côté du college football. Donc ouais, Ole Miss normalement devrait l'emporter. Ils ont des meilleurs joueurs partout. Et cette équipe de Tulane, offensivement, tourne autour beaucoup de Retzlaff et de sa capacité à courir. Il y a Chas Preston aussi qui est assez en vue en termes de receveur, mais devrait quand même être la défense de Miss, je pense, a de quoi le maîtriser. Donc ouais, voilà. Le dernier point sur lequel je voudrais dire, c'est que Tulane l'a emporté face à North Texas sur une très grosse performance de sa défense. Ils ont provoqué 5 turnovers contre North Texas. Ils ont aussi profité de faits de jeu, notamment un punt raté de la part de North Texas pour prendre le large. Je suis pas sûr que Tulane va réussir à reproduire ce genre de performance en défense, à provoquer autant de turnovers et autant d'erreurs chez Ole Miss. Ouais, Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, la dernière sortie de la défense euh, Tulane était de Green impressionnante Wave est vraiment bonne hein, face à la meilleure attaque du du pays. pays cette année. Donc, mais Mais est-ce statistiquement, qu'il sur faut l'ensemble de l'année, ouais, la défense aérienne de Tulane est pas bonne du tout, hein. Je crois qu'ils sont genre dans le dernier tiers ou même vraiment, je crois, 120e en termes de défense aérienne. Donc moi, 3337 yards, ouais, 3337 yards encaissés, à peu près et il 255 tombe par match. contre un quarterback qui est quand même Qui est à 3 voilà, milliards. et puis contre une attaque qui est globalement aussi, tu peux pas dire, bah, tu te concentres sur Chamblis, puisque après, tu as, un des meilleurs quand même running back du pays, en personne de Oui. Kevin Nessie. Enfin, je trouve il y a du Ole talent vraiment Ole partout et Miss tu peux a pas te le focus sur un matos seul gars, quoi. pour jouer de plein de façons différentes.
Ils veulent Ah contrôler oui, la et puis de toute clock, façon, je pense ils qu'ils font vont le faire, courir, hein. ils veulent jouer des big plays, ils peuvent avec Chambly. Que du côté de côté de Tulane, ça va beaucoup être, est-ce que Retzlaff va réussir à étendre les Mmh. jeux au sol? Est-ce qu'il va réussir à trouver ses receveurs sur du jeu court? Ça va être tout ça les questions. Et puis, ouais, voilà, je pense qu'Ole Miss a une meilleure équipe. C'est une équipe de SEC face à une équipe de G5, malgré toute la défense acharnée que je peux faire du G5. Soyons honnêtes, je pense que Tulane va perdre du côté d'Oxford dans un match de rivalité d'ailleurs. Ah oui. C'est le plus vieux rival d'Ole Bah, Miss. c'est deux anciens enfin, partenaires Deux de la anciens de la SEC, SEC, hein, ouais. pour. Ouais, ouais. Hein, La dernière question, par contre, qui peut être intéressante, c'est mhm. comment va jouer Ole Miss? Parce qu'on sait que Lane Kiffin, c'est un play calling, un excellent play caller. C'est quelqu'un qui a des jeux très imaginatifs, etc. Maintenant, c'est plus lui qui va appeler les jeux. Donc, est-ce que Ole Miss va un peu perdre ce côté un peu fou qu'il pouvait avoir, tu vois? Ce sera à observer, tu vois? Est-ce que Ole Miss reste globalement la même attaque ou est-ce que sans Lane Kiffin au play call, ça devient un peu plus sage? De toute façon, alors je sais pas, c'est Charlie Voigt Jr. qui était le coordinateur offensif. Je sais pas à quel moment, comment ça va évoluer au niveau du style de jeu qui va être appelé. Mais voilà, il serait quand même con de varier ce qui a marché tout au long de la saison face à une équipe, en plus, qui est quand même sur le papier largement inférieure. Je veux Oui. dire, tu fais ce qui fonctionne et tu te prendras le chou plus tard au prochain tour Mmh. si tu rencontres Indiana. Enfin, Non, c'est pas Indiana qui c'est croise, pas eux, Indiana, ils c'est ils croisent avec qui? euh, Ils croisent avec, Georgia. avec Georgia, ouais. Donc là où effectivement un autre calibre, j'ai envie de dire. Mais ouais, enfin, honnêtement, je pense qu'il faut pas qu'ils se prennent le chou. Ils jouent sur leur force. Et voilà. Et pour moi, Tulane, le but, ça va être de les faire douter un petit peu. Parce que le premier match, Tulane a pris l'eau direct, en fait. Mmh, Les mmh. points qui marquent, c'est de toute fin de match. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas existé. Le but, c'est déjà exister un petit peu et espérer tenir au maximum. Mais voilà, moi, je me fais pas trop de soucis pour Ole Miss parce que je pense qu'il y a quand même vraiment deux niveaux d'écart. Il y aurait un autre match-up pour Tulane, je me dis pourquoi pas. Mais là, On je l'a crois déjà vraiment vu, pas. on a déjà vu le match-up aussi, ça aide pas On trop à on avoir l'a des déjà espoirs. vu, et puis il y a rien qu'on a revu depuis qui me laisse à penser que le résultat peut être différent, en fait. C'est Mmh. surtout ça. Donc voilà. Donc moi, je vais donner aussi Ole Miss. Le spread, il est de quoi? De 17,5. Je pense qu'Ole Miss va battre le spread. Je pense qu'Ole Miss va battre le spread. Oui. Ouais, je pense que Ole Miss va l'emporter, assez facilement. Je pense pas qu'en 2 mois et demi, Tulane ait haussé le Hmm. niveau et malgré les remous que connaît le programme d'Ole Miss, et un peu aussi le programme de Tulane, hein, même si la transition se fait de façon plus pacifique, je pense que la différence de talent sur le terrain est beaucoup trop grande, et que Ole Miss, va l'emporter. Tu, tu as très bien résumé, je pense, le match-up. On ne pouvait pas faire plus clair. Ok, on passe donc au dernier match de ce premier tour. Kevin, Kevin, Donc ce match Ole Kevin? Miss, pardon, les deux Non, derniers matchs donc je seront voulais sur. invoquer Ouais, je voulais ça invoquer marche ou pas? C'est Kevin. pas Non, Beetlejuice, ça quoi. marche pas, ça marche ça Ça marche pas. marche pas. Donc les deux derniers matchs, ces matchs du groupe avec les équipes du groupe 5 seront diffusés sur Bid. Et donc on va parler du dernier, c'est James Madison qui se déplace du côté de Eugene pour rencontrer les Ducks dans un match-up qui est hyper déséquilibré sur le terrain. Maxence, ma question est simple. Comment James Madison peut espérer ne serait-ce qu'accrocher un petit peu les Ducks? Il faut que la défense tienne, déjà. Alors la défense de James Madison est parmi les meilleures du pays. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une défense qui est très bonne contre la course, c'est une défense qui est très bonne aussi contre la passe et qui se nourrit pas mal aussi des big plays. On verra aussi en attaque, c'est une équipe qui a énormément joué là-dessus. Maintenant, ils ont sans doute jamais affronté une attaque du niveau d'Oregon cette saison, puisque la majorité de leurs stats défensives ont été faits en Sunbelt. Et honnêtement, en Sunbelt, ils étaient 2-3 crans au-dessus de la concurrence. Il va falloir qu'ils gèrent l'ambiance du stade d'Oregon, qui, en termes de capacité, est quand même bien plus grand que n'importe quel stade de Sunbelt.
Et il va falloir qu'il trouve des big plays. En fait, il va falloir qu'il trouve des big plays et qu'il reste accroché dans le match en forçant Oregon à punter, en encaissant le moins de points possible et en essayant avec Alonza Barnett, avec Wayne Knight, de trouver les big plays qui leur ont permis de gagner des matchs serrés cette saison, parce qu'ils en ont eu quelques-uns. Donc il faut qu'ils arrivent à réitérer ça. Maintenant, c'est un adversaire qui est d'un tout autre calibre en face. Oregon est une équipe vraiment excellente, qui est pourtant censée être en année de transition, mais qui n'en est pas moins la 5e meilleure équipe du pays, et c'est absolument mérité. Avec un Dante Moore qui, franchement, fait une très, très grosse saison, qui a une attaque qui est très versatile, parce que c'est pas qu'une attaque au sol, c'est pas qu'une attaque à la passe, je veux dire, avec Dante Moore. C'est aussi un bon trio de running back avec Whittington, Davidson et Hill Jr. C'est pareil au niveau des receveurs. Ils ont quand même 5 receveurs au-dessus des 300 yards. Ça se prête quand même assez bien la balle du côté de Oregon. Donc franchement, c'est une équipe qui a toutes les armes en main pour l'emporter facilement face à James Madison. Il faut que James Madison en fait fasse de la magie pendant 60 minutes. Tout simplement, vraiment. Donc Voir un peu plus si ça part en prolongation. Mais ouais, non, voir mais un peu plus. Donc c'est pour ça que j'y crois pas trop. J'aimerais, parce que franchement, s'ils le font, ce serait tellement college football. Et Ce serait et puis encore une fois, l'upset de l'année, hein, clairement. ah Mais oui, oui, ça serait très clairement le cas. Et puis je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, ils ont joué une équipe du Power 4, nos amis de James Madison, et c'est leur seule défaite. C'est contre Louisville. Ils ont eu beaucoup de mal offensivement contre Louisville, ouais, notamment Alonza Barnett, de Third, le quarterback. qui a été Donc bench c'est d'ailleurs pour au cours du match, puisque c'est Sluka qui est avait. rentré en cours de match après. Euh, et ils ont fait une bonne Et première dans mi-temps. ce. Ils ont fait une bonne Ouais. première mi-temps et derrière, ils n'ont pas tenu en fait sur la longueur. Et c'est un Et peu dans ce ça match-là, en qui plus, fait peur. ils ont eu beaucoup de mal au sol. Mm. Et quand tu vois la défense d'Oregon, tu te dis, oh, ça va quand même être compliqué, quoi. Mm. Après, ils ont des arguments, parce que vraiment leur défense était très bonne La cette défense est très bonne, ouais. saison. Ils ont de très très bons joueurs. Trent Hendrick qui est quasiment à 100 plaquages au poste de linebacker Mm. cette saison. Ils ont Justin Eglin, le cornerback, qui est à 4 interceptions, dont un pick six. Il y a aussi Sire West, le freshman, qui est vraiment très très bon. Beaucoup de joueurs candidats au portail, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, Ah bah, c'est sûr. comme tous les joueurs Qui risque de finir chez les Gators. Ouais, voilà, comme tous les Peut-être. joueurs. Oui, non, à UCLA. Ah, UCLA, pardon, je suis Il y a con. UCLA, parce que là aussi, on n'en parle pas, mais Tout à pas, fait, pas pardon. beaucoup, mais le coach de James Madison part à UCLA hein, Mm. après cette rencontre. Bah, ou pas après Euh, cette rencontre, sait-on jamais. ou pas, ouais, ou pas. Mais ouais, franchement, Oregon, je pense, n'a même pas besoin de s'appuyer sur Dante Moore. Il faut qu'ils fassent aussi confiance à leur running back, qui joue beaucoup, qui passe Mm. par le sol. Et ça passera pour eux. Je pense que ça passera pour eux, même si le secteur des receveurs du côté d'Oregon est quand même vachement orphelin. Enfin, il manque quand même. Il manque du monde, mais apparemment, il pourrait y avoir des retours d'après ce Ouais, il que pourrait y avoir des ils peuvent retours. revenir à l'entraînement, d'après ce que. Mm. Bon, à Ouais, mon mais il avis, faudra voir. ils vont pas rusher le retour contre James Madison et plutôt garder les armes contre Ouais, voilà. potentiellement, enfin contre Texas Tech s'il se qualifie derrière. Mais ouais, c'est un peu comme en fait, c'est un peu j'ai envie de dire la même chose que contre Ole Miss. Tentez pas des choses de dingue, des dingueries Ouais, face mais à en un fait, le problème, adversaire c'est qui est que. faible. Le problème, ah oui, oui, Oregon. Parce que j'allais dire, James Madison, justement, tenter des dingueries, quoi. Ah oui, James par Madison. contre, oui. Enfin, je veux dire, c'est Oregon et Ole Miss, Oui. même topo, quoi. Voilà. Mm. Faites ce que vous avez besoin de faire, etc. Mais James Madison, au contraire, faites-moi un onside kick dès le kick-off. Enfin, voilà, tentez des trucs, quoi. Tentez des Faites trucs. James Madison, c'est une équipe home run. Hein. Cette saison, ça a vraiment été des home run play très souvent et ils sont vraiment basés sur ça. Donc, continuez. Il faut que James Madison reste sur ce créneau parce que, en fait, sur des drives qui durent, tu vois, je pense pas que ça passera.
Et Mais bon, après, il y a un curieux de truc voir. aussi ou que James Madison fait très bien, c'est les ajustements à la mi-temps. Ils ont shut down 6 équipes sur Mmh. les deuxièmes mi-temps tout au long de la saison et 4 de suite là. Donc, vous voyez que c'est Oui, ils aussi l'ont encore fait, un ouais, contre Troy. coach qui comprend comment contrer une équipe adverse. Donc, à voir, en espérant, bien évidemment, le contrat, c'est que à la mi-temps, ça soit un peu serré pour Mmh. que ça puisse porter ses fruits. Mais voilà, il y a quand même une montagne immense qui s'élève contre James Madison. Moi, à titre perso, je suis ravi qu'on ait deux équipes du groupe of Oui, five. parce qu'en fait, Euh, honnêtement, elle mérite, parce qu'elle mérite beaucoup plus que Duke, hein, parce que la question mm, était avec Duke, ils méritent beaucoup plus. Ils ont vraiment roulé sur la Sunbelt. Voilà, comme tu dis, c'est une équipe qui s'adapte très bien en seconde mi-temps. Ils ont une très bonne défense. Leur attaque est très kiffante à regarder jouer parce que justement, ils ont cette capacité à sortir des plays de nulle part. Maintenant, le voyage va s'arrêter ici, je pense. Hein. oui, Déplacement ça à serait Oregon. Mais c'est une belle récompense pour un programme de James Madison qui, depuis son arrivée en FBS, tout à fait. est exceptionnel. Euh, je crois que ça va être leur 51e match en FBS, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ils enchaînent les saisons à 10 victoires Mm. ou À 10 autour. victoires ou plus, ouais, c'est clair. Euh, Et puis même, comment dire, avoir une équipe de Sunbelt au College Football Playoff, je ne sais pas combien on va en avoir au fil des années, mais profitons. c'est clair, Profitons. très clair. Euh, donc, tu donnes Oregon vainqueur, je suppose, et le spread est d'une vingtaine Oui, de points à peu près. Est-ce que tu vois le spread couvert? 21 points, est-ce que tu vois le spread couvert ou pas? ouais, je pense. Je pense parce que D'accord. ils arriveront pas à faire des miracles tout le match. Peut-être qu'ils arriveront à en faire un, tu vois. Hmm, Un big play à un moment donné qui va leur permettre de marquer, mais sur la longueur. En plus, je vois bien Oregon contrôler la cloque, hmm. jouer au sol, on attaque tranquillement, on pose. Oui, on fait on fait ce qu'on Si on sait doit faire, faire et voilà si quoi. on doit faire un drive de 8 minutes, on fera un drive de 8 minutes, et vous aurez pas Oui, la balle. je suis d'accord avec toi. Donc, ouais, victoire d'Oregon. Et donc, Je suis d'accord avec toi. Je vais dire mais Oregon et je vais dire aussi pareil le j'appelle spread de est mes couvert. vœux, j'appelle vraiment de mes vœux un upset. Hmm. Et Une- si tu as, il y a une des deux équipes groupe of five qui s'impose. Est-ce que pour toi c'est James Madison ou c'est tué? James Madison. Ok. Tu vois Je plus James crois, Madison contre Oregon. Ok. je crois plus en James Madison parce que James Madison m'a plus impressionné cette saison que Tulane. Après, Ok. les fans de Mhm. Tulane viendront Mais je suis assez m'attraper sur d'accord, hein. Twitter. Mais trop m'attraper sur Twitter et ils ont raison en me disant que oui, mais l'américaine c'est plus fort que la Sunbelt. Ils ont raison, mais ouais, non, James Madison a, a peut-être un jeu moins académique et Mhm. qui peut plus surprendre que Tulane où on s'attend Mhm. quand même globalement à Retzlaff qui court, Retzlaff qui lance Mhm. dans le short game, enfin voilà. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi avec cet état de fait. Mais je pense qu'aucune des deux équipes, malheureusement, du Oh, groupe je of pense five pas qu'il y ait des équipes qui ira. n'aura le. Maintenant, si une des équipes l'emporte, ce serait magnifique et ça prouverait que le G5 a le droit d'être invité dans Mhm. ces playoffs. Tout ce que j'espère, en fait, c'est juste pas de blowout. Pas de blowout Ouais. trop violent. Alors 21 points, c'est vrai qu'on a dit qu'il couvrait le spread et 21 points, ce sera considéré comme un blowout. Mhm. Espérons au moins que les deux équipes accrochent le plus longtemps possible leurs adversaires. Ouais. Je suis d'accord avec cet état de fait. Ok, ok. Eh ben, merci Maxence. Alors, je répète, on va redonner nos pronos. On voit tous les deux Oklahoma s'imposer contre Alabama. Maxence, toi, tu penses que Texas Texas A&M. A&M s'imposera contre Miami. Moi, je pense que les Hurricanes vont créer la sensation. Et puis après, on voit bien évidemment Ole Miss et Oregon s'imposer respectivement contre Ouais. Tulane et James Madison. Ouais, Voilà, on fera. ce qui donnerait comme affiche un Hmm, Oklahoma Indiana, un Miami / Texas A&M Ohio State, un Ole Miss Georgia et un Oregon hmm. Texas Tech pour C'est pas dégueu quand même. le 31 décembre et le 1er janvier. Ouais, ouais, non, mais en vrai, on aura des belles affiches en quart de finale.
Et puis Mmh. si upset il y a, on sera ravis, Tout à de fait. ça. Exactement. Ok, et ben merci Maxence en tout cas de ta présence. Merci à tous pour votre écoute tout au long de la saison. On se retrouve en début de semaine prochaine pour l'épisode débrief de ces affiches. En attendant, salut tout le monde, bisous. Ciao, ciao.